Alors c'est parti, Draman va, pardon, va nous rejoindre très rapidement. Ah bah le voilà. Eh bien, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on avait un peu l'idée de vous donner un petit overview de à quoi s'attendre cette année dans l'univers des cryptoactifs suite à la grande nouvelle de l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis qui, je dirais, conclut une longue route. Alors, juste au préalable, je vais lire notre petit disclaimer traditionnel qui vous indique que ce webinaire et la présentation qui l'accompagne ont un caractère purement informatif. Cette présentation ne constitue ni une offre d'achat ni de vente et elle n'est pas une sollicitation d'offre d'achat ou de vente. Voilà, cela étant dit, on a Draman avec nous pour ce webinaire, notre responsable produit pour les US et l'Europe. Donc voilà, un bon speaker pour le sujet. On va faire ça assez rapidement parce qu'on a un cut-off à 14h30, 14h30 UK, pardon. Donc, on a en grosso modo voilà, 20 grosses minutes pour vous présenter cela. Il y a un Q&A si vous avez des questions à la fin de la présentation. Alors, je me lance. Je vais commencer par faire un petit overview de 2023 et puis ensuite, on regardera un peu les perspectives avec Draman. Mais on aime bien voilà, revoir comment s'est comporté le Bitcoin en 2023. On pense que 2023 a été vraiment une année de transition, particulièrement pour tout ce qui est sujet de réglementation et d'adoption institutionnelle. Alors pour nous, vraiment, on pense que le fait de voir BlackRock et les autres très larges asset managers se joindre à cette course pour les ETF Bitcoin Spot est la preuve que cette asset class est là pour rester et aussi qu'il faut des produits d'investissement réglementés, bien construits, qui permettent d'avoir des accès efficients et sécurisés pour les investisseurs traditionnels. J'aimerais juste attirer votre attention sur les petites informations qu'il y a en bleu ici, ainsi que notre Outlook. Mais nous, ça fait vraiment depuis le premier trimestre qu'on communique sur le fait que le Bitcoin est sorti de son bear run et qu'il est entré dans un recovery cycle. Et puis, bah, je pense qu'on a été assez correct hein, depuis ce call. Le Bitcoin a gagné plus de 80%. Donc, c'est vrai que moi, enfin, avec les clients, ça fait depuis cette période-là que je leur indique qu'on, nous, HDEX, pensons que les points d'entrée sont intéressants. Le second call qu'on a fait, c'est lors de notre rapport crypto Lollapalooza Effect, où en fait, on faisait des analyses pour expliquer que les cours étaient sous-évalués. Voilà. Voilà pour je dirais le petit overview rapide de 2023. Comme je l'ai dit, hein, à la fois les sociétés de finance s'y mettent, soit intègrent ces technologies à leur process, utilisent la blockchain pour faire des émissions de titres, ou tout simplement lancent des produits sur cette asset class, mais aussi d'autres business traditionnels qui intègrent cette technologie au sein de leur process traditionnel. Voilà, cela étant dit, regardons un peu vers l'avant. Crypto assets enfin, crypto assets en 2024. Est-ce que Draman, tu veux peut-être faire un très bref overview de notre outlook et puis ensuite on regardera des points un peu plus précis? Oui, non, absolument. Merci Ben et merci à tous pour être présents avec nous aujourd'hui. Comme Ben l'a dit, 2023 était une année charnière où une grosse partie des craintes d'un point de vue réglementaire ont pu être résolues. C'est d'abord MiCA en Europe, mais c'est aussi l'approbation des ETF aux États-Unis, comme on a pu le constater en janvier. Et pour nous, on se dit 2024 va refléter cette maturité grandissante de la classe active de façon générale. Donc, c'est un point de réflexion pour la classe active, mais ça représente peut-être l'une des dernières opportunités pour réaliser une surperformance. Parce que comme on le sait, comme on l'a vu avec d'autres classes actives, à mesure que les investisseurs institutionnels viennent, la volatilité a tendance à diminuer et aussi le potentiel de performance a tendance à diminuer. Donc, il y a trois thèmes majeurs qui vont driver 2024 de notre point de vue. La première chose, c'est que le crypto, les actifs digitaux vont entrer dans l'océan de tout ce qui est TradFi. TradFi, c'est juste la finance traditionnelle. L'idée étant que des gros investisseurs, des grosses boîtes sont en train d'adopter la crypto et la blockchain à une vitesse accélérée, en fait. On le voit à la fois avec tout ce qu'il y a comme ETF aux États-Unis où tu as des acteurs dont Ben a parlé, BlackRock, Fidelity, Invesco, qui sont dans la course et qui, s'ils sont dans la course et qu'ils ont évalué de leur
de leur point de vue que le risque réglementaire était relativement bien compris, que même le risque réputationnel était relativement bien compris. Donc, c'est cette phase d'institutionnalisation qui vient pour les produits crypto, mais aussi pour tout ce qui a trait à la technologie, parce que comme on le voit aussi en Europe, tu as Société Générale qui fait, via sa filiale Forge, qui fait des projets de stablecoin, tu as beaucoup d'autres acteurs de private equity qui essaient d'utiliser la technologie blockchain pour faire de la tokenisation et de la distribution de fonds. Donc, c'est l'idée qu'on va maintenant crypto en tant que classe d'actifs, en tant que technologie, va entrer dans l'océan de la finance traditionnelle, ce qui va multiplier par 100, 200, voire même peut-être 500 le marché adressable. La deuxième chose, c'est que derrière tout ça, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, en fait. Je veux dire, depuis le début du marché baissier, on va dire vers la fin 2021, on n'a pas, la performance du prix n'a pas forcément reflété tout, toute la dynamique de fond, toutes les améliorations qu'il y a eu dans la technologie. Et on a vu depuis, je veux dire, maintenant on parle beaucoup plus de Zero Knowledge Proof pour Ethereum, maintenant on parle beaucoup plus de Scale-up Solution pour Ethereum. Maintenant, les oracles qui sont disponibles maintenant sont beaucoup plus robustes. Les protocoles de DeFi qui sont disponibles maintenant sont beaucoup plus robustes. Ils ont beaucoup plus d'expérience en fait. Donc la technologie en elle-même, la technologie blockchain a beaucoup progressé sur les 2 dernières années. L'utilisation a beaucoup progressé sur les dernières années. Mais ce progrès n'est pas encore reflété dans les prix parce que le marché était toujours dans la perspective d'un marché baissier. Et à date, on se dit, écoute, en 2021, Ethereum était à 4 000 dollars, avec beaucoup moins des capacités qu'il y a aujourd'hui. Donc, si tu dis, OK, en 2021, des gens achetaient Ethereum à 4 000 dollars, à combien il faudrait acheter Ethereum aujourd'hui quand on se rend compte de toute l'avancée de la technologie, toute l'avancée de l'adoption qu'il y a eu de 2021 à 2024. Donc, si 2024 sera l'année où le marché va se ressaisir et commencer à pricer ces actifs-là à la mesure de tout le progrès qui a été fait depuis. Et le troisième point, c'est qu'il y a des facteurs structurels, il y a des facteurs favorables d'un point de vue macro. C'est l'approbation de l'ETF Bitcoin. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permettra à beaucoup de fonds oisifs, beaucoup d'allocataires aux États-Unis ou dans d'autres marchés qui n'étaient pas capables d'investir en crypto parce qu'ils n'avaient pas le bon véhicule en mettant un ETF. Donc ça peut mobiliser une dizaine, voire une vingtaine, voire plus de milliards de dollars d'impôts qui viendra dans la classe d'actifs. Ça, c'est un. Et de l'autre côté aussi, il y a les conditions de marché qui sont favorables, peut-être avec une, une, une diminution des risques d'inflation, une diminution des risques de récession et beaucoup plus de clarté réglementaire. Donc, d'un point de vue macroéconomique, tu as beaucoup de facteurs qui structurellement vont favoriser une très bonne année pour la crypto. Et ça s'inscrit, ça nous permet d'inscrire tout ça dans le contexte macroéconomique. On en avait parlé il y a quelques semaines. On a travaillé sur ce papier il y a peut-être 2 ou 3 mois où on se dit, écoute, l'environnement macroéconomique pour 2023 a été assez volatile. On est dans un contexte inflationniste avec toutes les guerres et tout le risque géopolitique qu'on sait, mais de façon structurelle, crypto est un bon trade d'un point de vue macroéconomique parce qu'il y avait 5 gros facteurs macroéconomiques pourraient qui militaient pour une position en crypto. Le premier facteur, c'est la récession. C'est-à-dire, comme la demande pour la crypto est globale, par définition, la crypto est beaucoup moins sensible à une récession aux États-Unis ou en Europe. Et ça, c'est un facteur très différenciant comparé, par exemple, au marché actions ou aux boîtes de technologie, en fait, qui sont parfois drivées juste par la performance de l'économie américaine ou de l'économie européenne. Donc, crypto a une demande globale, donc beaucoup moins sensible à la récession, parce que même s'il y a une récession aux États-Unis ou en Europe, les marchés émergents comme l'Inde, la Chine ou le Brésil vont avoir tendance à croître. Donc, la croissance globale sera toujours positive et ça, c'est positif pour crypto. Le deuxième point d'ancrage pour les vues macro sur la crypto, c'est le contexte inflationniste. On a connu une période d'accélération de l'inflation depuis 2021 d'une certaine manière. On se dit 2024, c'est l'année où la, il y a beaucoup de chances que le marché ou le chemin de l'inflation se corrige et qu'on commence à avoir une inflation beaucoup plus basse. Et en général, une inflation beaucoup plus basse va entraîner le troisième facteur, va entraîner une politique monétaire beaucoup plus accommodante avec des taux revus à la baisse. Toutes choses qui sont favorables à des actifs risqués comme la crypto. Donc, si dès le moment où la BCE ou la Fed embarque dans une politique
diminution de leur taux directeur, les actifs risqués, notamment les cryptos en premier, vont en bénéficier. Et le quatrième et le cinquième facteur, le quatrième facteur, ça a trait au US dollar qui, à cause du contexte de volatilité macroéconomique, était en général surestimé sur la base des analyses, des analyses du marché d'échange. Donc, à mesure que le marché va se stabiliser, que le USD va se déprécier, ça va rendre la crypto beaucoup moins chère parce que les cryptos sont libellés en dollars et si le dollar devient moins cher, il est beaucoup plus facile pour des investisseurs des marchés émergents d'acheter la crypto. Et le dernier point, c'est la crypto comme un ancrage au risque géopolitique et au risque macroéconomique. On l'a très bien vu, malheureusement pour les événements que le monde connaît, malgré la crise bancaire aux États-Unis, malgré la nouvelle guerre qu'il y a au Moyen-Orient entre Israël et Hamas, la classe d'actifs crypto a très bien résisté à ce contexte, alors que ce que intuitivement, ce qu'on aurait pensé, c'est que crypto, une petite classe d'actifs risqués, dans le contexte de volatilité macroéconomique et géopolitique, ça part à la baisse. Mais c'est bien le contraire qui s'est passé pour nous. Ça nous permet de raffiner ou d'être beaucoup plus confiant dans la thèse que la crypto et surtout Bitcoin en train de s'affirmer comme une nouvelle réserve de valeur émergente dans laquelle les gens allouent lorsqu'il y a de la volatilité économique ou lorsqu'il y a de la volatilité géopolitique. C'est Superman. Alors, on a bien parlé des ETF US dans ce slide. L'idée, moi, ce que j'aime bien répéter, hein, c'est que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis et je dirais, le premier pas vers potentiellement de nouveaux capitaux qui peuvent être investis sur la classe d'actifs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de conseillers financiers ou d'institutionnels ne pouvaient tout simplement pas accéder à la crypto de par le contexte réglementaire aux États-Unis et le fait qu'il n'y avait aucun produit réglementé et listé en bourse. Il y avait évidemment des trusts, mais qui offraient des problématiques d'accès et aussi de liquidité. Donc ça, c'est vraiment très important de bien, je dirais, faire la différence entre le fait de pouvoir et le faire. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux investisseurs peuvent accéder à la classe d'actifs et est-ce qu'ils vont le faire cette année? Ça, c'est une autre question. Le second point, c'est qu'on aime bien regarder l'impact qu'a eu les ETF sur l'or. Les ETF sur l'or ont permis de rendre l'or beaucoup plus facilement négociable. Et cet élément a été un driver de soutien des prix de l'or au cours des 15 dernières années. Donc on se demande la question, on se demande si cela pourra être le cas pour le Bitcoin. On pense que cela influencera en partie les prix du Bitcoin. Et le dernier point, c'est que malgré le scepticisme des régulateurs, ils ont approuvé ces produits car ils savent que cela est dans l'intérêt des investisseurs finaux. Donc, on aime parler de pragmatisme de la part des régulateurs américains. Donc voilà, à retenir, enfin un accès, énormément de nouveaux capitaux qui pourront accéder à la classe d'actifs. Voyons voir comment cela va évoluer au cours des prochaines semaines. Ensuite, d'un point de vue cycle, ça c'est quelque chose qu'on présente assez souvent, mais voilà, comme je vous ai dit au tout début, on pense que ça fait depuis bientôt un an qu'on est dans cette phase de recovery qui devrait se suivre via un potentiel bull run qui peut être soutenu par plusieurs éléments. On en a évoqué déjà beaucoup, mais un autre élément à garder en compte, particulièrement pour le Bitcoin, c'est le halving. Alors peut-être que Draman, tu peux commenter un peu sur ce qu'est le halving et qu'est-ce qui va se passer et quel pourrait être l'impact d'un point de vue supply-demand. Mais, non, cher. Donc, ce que l'histoire montre, c'est que, et sur la base de la slide précédente, c'est que les cycles de Bitcoin ont tendance à se répéter, on va dire, à la semaine près ou au mois près. Et euh, déjà, ça fait presque une année qu'on est dans la période de recovery du marché, qui est en général la meilleure période pour entrer parce que ça se consolide sur environ 22 mois et après, tu as une période haussière très accélérée de quelques mois où le marché va en hausse de 300%, voire plus. Et l'un des autres points d'entrée que le marché surveille de façon générale, c'est le halving. Qu'est-ce que le halving? C'est en général pour Bitcoin, chaque 4 années, à peu près, le taux d'émission de nouveau Bitcoin est divisé par deux. Ça, c'est programmatique parce qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin émis. Et ces 21 millions sont émis à une certaine cadence, chaque 10 minutes peu ou pro. Donc, chaque année, cette cadence est divisée par deux. Et ce que ça fait, c'est que
tu as d'un côté, tu as tous les facteurs positifs de demande, notamment l'approbation de l'ETF, le contexte macroéconomique, qui va créer de la demande. Et de l'autre, on se dit dans horizon 3 mois, dans horizon 2 ou 3 mois, il y aura un halving qui va diviser par deux le taux d'émission. Donc ça crée un déséquilibre qui, en général, sera favorable pour le prix. Et lorsqu'on regarde l'historique des derniers halvings, et c'est tout l'intérêt de ce graphique, c'est qu'en général, lorsqu'on regarde le retour sur investissement d'avoir investi juste avant le halving, ça sera typiquement la dernière colonne du tableau. On se dit 500 jours après le halving, pour quelqu'un qui aurait fait le halving trade en 2012, il aurait fait 28 000% de rendement. Quelqu'un qui aurait fait le halving trade en 2016 aurait fait 1100% de rendement. Et quelqu'un qui aurait fait le halving trade en 2020 aurait fait environ 400% de rendement. L'idée étant que tu rentres dans la position juste avant le halving et tu vannes pour 500 jours. Et historiquement, ça a été l'un des très bons points d'entrée. On se dit, pour les investisseurs qui sont toujours à la recherche d'écoute, on se dit que la classe d'actifs est légitime, il y a beaucoup d'intérêt. Quel est le bon point d'entrée? Quel est le catalyste? Le halving représente un des catalystes historiques pour entrer dans une position Bitcoin, notamment. Donc, on est à 2, 3 mois du prochain halving et tout le monde surveille ce point d'entrée également. Là, on regarde un peu le fair value hein, d'après nos modèles d'évaluation de Bitcoin et d'Ethereum. Et comme je l'ai dit au tout début, ça c'est quelque chose qu'on a regardé lors de l'été 2022. Et pour nous, voilà, il nous est vraiment paru clair que le marché était sous-évalué. Et qui plus est, si on met cela en lumière, hein, un peu avec les avancées technologiques et gérer tout ce qui est les données on-chain, d'un point de vue relatif, les prix sont à des cours plus bas qu'il y a quelques années, lorsque ces technologies-là n'étaient pas autant avancées. Donc voilà, nous, on pense que vraiment les points d'entrée actuels sont à regarder. Je ne sais pas si tu veux peut-être compléter là-dessus, Draman. Et typiquement, c'est qu'on est à quoi? On est environ allez, 60%, 60, 65% du all-time high de 2021. Donc, c'est déjà ça. Et comme on le voit, Bitcoin, en général, a tendance à aller réclamer ses all-time high. Donc, c'est OK, c'est un bon point d'entrée pour ça. Surtout si tu regardes d'un point de vue risk-reward, tu es en train d'acheter un actif qui est à 60% de son all-time high, avec beaucoup plus de maturité, avec beaucoup plus de facteurs macroéconomiques positifs. Donc, le risk-reward trade fait sens pour Bitcoin et il fait sens également pour tous les autres altcoins parce que, comme tu l'as noté, cette année l'année 2023 a été une superbe année pour la crypto, mais en général, ça a été porté en grande partie par Bitcoin. Mais nous, notre thèse, c'est que crypto is more than Bitcoin, comme Ben le dit très souvent. Et c'est qu'à mesure, ce que l'histoire a aussi montré, c'est que Bitcoin porte en général le marché haussier, mais très vite, l'attention des investisseurs se porte sur les altcoins. Donc, ça sera Ethereum, ça sera les autres smart contract platforms. Et ce qui va probablement driver les performances de prix pour cette année, ce ne sera pas forcément Bitcoin, mais beaucoup plus les autres jetons, notamment Ethereum et les smart contract platforms à mesure que l'appétit pour le risque des investisseurs se confirme, ils se disent, OK, Bitcoin, c'est bon, mais Bitcoin a eu un très bon moment, 120%, 150% de upside. Quel est le next trade? Et on se dit, c'est là où une allocation diversifiée au marché peut faire sens, en fait, pour aider les mois à venir. Peut-être un dernier point, voilà, on aime bien rappeler où on en est dans, je dirais, l'adoption de ces technologies. Pour nous, il est très clair qu'on est vraiment à un stade encore très early, très tôt. On pense que la technologie doit encore s'améliorer et que les bonnes applications sont encore à venir. Donc, on aime bien voilà, faire ce comparatif avec Internet, hein, qui a tout simplement digitalisé le transfert d'informations à l'Internet de la blockchain qui digitalisera pardon, le transfert de valeur. Donc nous, on aime bien dire qu'on est un peu en 98 pour Internet d'un point de vue nombre d'utilisateurs. Donc la route est encore longue. Et puis si on regarde aussi d'un point de vue taille de marché, Bitcoin et même, parlons de crypto en tant qu'asset class, c'est aujourd'hui quand même très petit par rapport à l'univers des marchés traditionnels. Voilà, donc à titre de conclusion, hein, les trois grands éléments de cette discussion, c'est que nous pensons que les actifs crypto sont toujours sous-évalués. La technologie avance, l'adoption institutionnelle avance, le contexte macroéconomique pourrait être favorable à cette
classe d'actifs. Et dernier point, le halving pourrait créer un choc d'offres et de demandes. Donc voilà, je pense que tous ces éléments-là sont à garder en tête. Évidemment, l'approval de l'ETF, on a vu ce que des gens aiment bien dire, sell de news, mais c'est plutôt, je pense, des pressions vendeuses sur le produit de Grayscale qui existait déjà et qui se matérialisent aujourd'hui. Donc voilà, on pense que cet univers pourrait offrir dans les jours, semaines à venir des potentiels buy the deep opportunities. Voilà pour moi, Et Draman. Est-ce ces que produits, exactement, non, Ben, pour t'emboîter le pas, je pense que ces produits, c'est un grand succès. Et quand tu regardes tout le, tout l'encours que les produits, pour ne pas les citer, hein, BlackRock, Fidelity, ont pu lever, ça, je pense que ça témoigne très bien de ce que le marché attendait en réalité, des produits beaucoup plus faciles d'accès et auxquels ils avaient confiance. Donc oui, sur les quelques premières semaines, il y a eu un mouvement baissier parce que voilà, il y a des facteurs techniques qui l'expliquent, mais je veux dire, le uptick qu'on a pu voir, la demande, l'augmentation des encours, des nouveaux encours qu'on a pu voir dans ces nouveaux projets montre assez bien que le public, on va dire CGP, le public un peu institutionnel, même le public retail, mais qui est peut-être beaucoup plus conservateur, était en attente des solutions ETF sur Bitcoin. Et ça, c'est un point positif à noter. Et en termes en termes de succès, c'est peut-être aussi bien, sinon mieux que beaucoup de lancements de fonds sur actifs financiers traditionnels, en fait, par comparaison. C'est comme tu montrais dans la statistique, Bitcoin, c'est à peine, la capitalisation du marché de Bitcoin, c'est 800 milliards comparé à 14 000 milliards pour l'or. Donc, tu es en train de parler de quoi? 5%, quelque chose comme ça en termes de capitalisation du marché. Mais si tu regardes l'encours qu'il y a dans les produits Bitcoin comparés aux produits or, c'est là, on doit s'approcher quasiment de la parité, en fait, parce qu'il y a une vraie demande pour ce genre de produits réglementés sur la classe active. excellent. Ok, parfait. Eh ben, merci à tous pour votre participation. Merci, Draman, pour ton Merci, merci. intervention. Et puis, bah, vous devrez recevoir au mois de février plus d'informations concernant notre prochaine série en ligne. Voilà, bonne journée à tous. Au Merci, Ben. revoir. Au revoir à tous. Au revoir.